Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour mon bilan lecture de la mi-année. Je ne fais pas le tag, mid-year, fric, machin tag, non. C'est tout de même le moment pour moi de vous présenter un petit peu toutes les lectures que j'ai faites depuis janvier. Je lis beaucoup moins ces dernières années qu'au tout début de la chaîne, voilà, je ne sais pas comment je faisais pour lire autant. Il y a de l'imaginaire, il y a du graphique aussi, il y a des beaux livres, il y a quoi Il y a de la poésie, il y a des recueils de poèmes. Prenez du thé glacé, de l'eau, enfin voilà, ce qui vous fait plaisir comme boisson. Et on est parti pour de longues minutes, je pense, ensemble. Pour la team qui aime les longues vidéos, vous allez être servis. Ma toute première lecture de l'année, qui a été un coup de cœur, j'avoue. Et un coup de cœur surprise parce que vraiment, je partais avec de très mauvais a priori sur l'autrice parce que j'avais déjà lu un de ses ouvrages que je n'avais pas du tout apprécié. Je la dois, cette lecture et ce coup de cœur, à Nina, notre chère Nina Gorlier, qui est une autrice de l'imaginaire que vous allez retrouver un autre moment dans la vidéo et qui a lancé sa chaîne Booktube. Voilà, et sa chaîne est géniale. Je pense que si vous appréciez mon univers, le type de mes vidéos, de podcasts, vous allez adorer ce que Nina propose. Et donc cette lecture, je ne pouvais pas plus attendre, c'est La fileuse d'argent de Naomi Novik. J'avais lu Déraciné quand ça s'est sorti, donc il y a quelques années. Je m'installe dans mon fauteuil. J'avais détesté Déraciné. Le style, l'histoire, rien, non, pas du tout convaincue. Et Nina m'a dit, mais vraiment La fileuse d'argent, moi c'est mon préféré, si vous avez besoin de vous rafraîchir, La fileuse d'argent ça peut être pour vous. On suit le destin de 3 jeunes femmes dans un pays slave qui pourrait être la Russie. Et ces jeunes femmes vont chacune avoir une destinée bien particulière. On va avoir une fille de paysan, on va avoir une jeune fille dont le père est prêteur sur gage et qui est de confession juive. On va avoir une jeune noble aussi qu'on va marier au tsar. Le destin de ces 3 femmes va se retrouver lié et un jour une de ces jeunes filles dit qu'elle peut tout transformer en argent et malheureusement un esprit de la forêt l'entend et va la prendre au mot. J'aime beaucoup l'univers des contes et les contes russes ont ce petit quelque chose d'encore plus, je ne sais pas, exotique. Enfin voilà, j'aime beaucoup cet imaginaire-là des contes russes. Et là, on a plein de clins d'œil et c'était super. Voilà, que ce soit l'histoire en elle-même, j'ai vraiment été prise, les portraits de femmes, la vision féministe de ces jeunes filles en fait qui vont s'émanciper et prendre le pouvoir sur elles-mêmes et sur plein d'autres choses. Je suis sûre que vous allez apprécier ce roman parce que il a ce petit quelque chose d'assez percutant et envoûtant qui vous embarque comme ça dans ce traîneau autour de la forêt enneigée. Chapitre 1er. La véritable histoire est loin d'être aussi belle que celle que vous avez entendue. La véritable histoire, la voici. La fille du meunier aux longs cheveux d'or veut séduire un seigneur, un prince, le fils d'un notable. Aussi se rend-elle chez le prêteur et y emprunte-t-elle une bague, un collier qui la feront paraître à son avantage à la fête du village. Et, comme elle est resplendissante, le seigneur, le prince, le fils d'un notable la remarque, danse avec elle et la culbute dans un grenier à foin quand l'heure n'est plus à la danse. Après quoi il rentre chez lui et épouse la riche héritière que sa famille a choisie pour lui. Puis la fille du meunier, spoliée, raconte à tous que le prêteur est en affaire avec le diable et les villageois le chassent, lui jettent même quelques pierres. Ainsi peut-elle au moins garder les bijoux pour se constituer une dot et donner sa main au forgeron avant que naisse son premier enfant au terme d'une grossesse un peu courte. Tel est le sujet de la véritable histoire. Comment on paie ses dettes. Ce n'est pas comme ça qu'on la raconte, mais moi, je la connais. Mon père était prêteur, voyez-vous. Ma deuxième lecture de l'année est mon plus gros coup de cœur de l'année 2025 et de ces 10 dernières années sur la chaîne aussi. Vraiment, ça a été incroyable. J'ai demandé à mon amie Nora Lake une petite recommandation, sélection de romans d'horreur un peu macabres, tout ça, d'univers gothique parce que c'est une grande spécialiste. Et elle m'a dit, ce roman-là, je suis sûre qu'il va te plaire. Et elle avait tellement 1000 fois raison. C'est La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi chez Sabran. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais ce roman m'a hantée. Je l'ai postité, je l'ai annoté, surligné, fluoté, tout ce que vous voulez pendant ma lecture. C'est le livre que j'aurais aimé écrire. Voilà, personnellement, je ne peux dire que ça. À nouveau, si vous aimez les univers de contes, mais ici vraiment de contes macabres, avec quelque chose de baroque autour des illusions, des personnages, des faux semblants. Si vous aimez les univers fantastiques, mais le vrai fantastique, celui où on a le doute à la fin en refermant le roman, on ne sait pas si c'était réel ou non,
c'est fait pour vous. En fait, ça commence avec un narrateur qui est conférencier en histoire et il se rend dans un hôtel qui appartient à une famille très très riche parce qu'il veut mettre la main sur un manuscrit à étudier. Et il rencontre l'héritière, voilà, qui est propriétaire donc des hôtels de luxe, tout ça. Et en fait, c'est le coup de foudre. Et de ce coup de foudre va naître ensuite plein de choses. Ils vont se fiancer très vite, mais avant de l'épouser, cette jeune femme va lui demander de faire la promesse de ne jamais lui poser aucune question sur son passé et de ne pas chercher à savoir qui elle était avant qu'il ne la rencontre. Donc c'est déjà très mystérieux, ça fait un peu penser à la Barbe Bleue aussi. Le jeune conférencier étant amoureux, il dit oui bien sûr, pas de souci, pas de problème, sauf que forcément le passé nous rattrape toujours, les secrets de famille n'en sont jamais vraiment. On va avoir le récit après d'une amitié toxique entre deux jeunes adolescentes et voilà, quand vous avez été une adolescente et que vous avez connu ce type de relation d'amour-haine en amitié, de jeu comme ça, c'est percutant. C'est sensuel comme roman, c'est tout, c'est sublime. Vraiment, c'est malin. La traduction est super et vraiment, je tiens à le renoter parce que j'ai trouvé la langue d'une finesse et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à lire ce roman, que ce soit pour la forme et pour le fond. J'ai vu qu'il était sorti en poche, donc je vous mets la couverture du poche quelque part dans l'écran. Et allez-y, foncez. C'est un roman aussi qui parle du syndrome de Peter Pan, du fait de ne pas vouloir grandir, de la puberté, de la transition de l'enfance à l'âge adulte. C'est vraiment... Ce livre est incroyable. Voilà, je pense que je vais le relire, même cet été dans l'année. Voilà, pour vous dire à quel point j'ai été marquée par cette lecture. Au cours de notre 16e été, je m'étais habituée à notre routine. Indigo organisait des pique-niques sophistiqués sur la pelouse et nous nous habillions en conséquence. Nous descendions dans la cave et farfouillions dans des coffres frottés de camphre et garnis de sachets de lavande, sortions les vieux habits de fête de sa mère, des robes de velours brodées de fils d'or au décolleté plongeant, des corsages de tulle pas plus épais que des nuages, des foulards à sequins qui ondulaient entre nos mains comme de l'eau. Il nous allait si mal que nous gloussions en voyant les flaques de tissu à nos pieds. Mais ce jour-là, les vêtements nous serraient la taille, et l'ourlet qui traînait autrefois sur le sol m'effleurait maintenant les chevilles. Je vais un peu continuer dans les contes macabres, gothiques, baroques, avec Le Chien Noir de Lucie Barrade, publié aux éditions du Typhon. Ce livre-là, ça fait des années que je l'ai dans ma ligne de mire, dans ma wishlist, mais je me dis peut-être qu'il est trop dur pour moi parce que j'avais vu des avis qui me disaient attention, vraiment, c'est un livre très difficile et je me suis dit peut-être suis-je trop délicate pour ce genre d'ouvrage. Non, c'est tout à fait ma cam. Merci à nouveau Nina pour ses avis Instagram. Dans sa dernière vidéo autour de la fantasy baroque, elle parle de ce livre notamment et d'autres ouvrages du même type, donc allez regarder sa vidéo si ça peut vous intéresser. Ici, on est dans une réécriture de La Barbe Bleue de Charles Perrault. Là, dans ce livre, on plonge dans l'univers des contes. À nouveau, ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est la langue. C'est très obscur comme histoire. Il y a des moments qui sont très glauques, des moments où on ne comprend pas tout ce qui se passe, et je pense que c'est voulu ainsi. On n'a pas les réponses à toutes nos questions, et c'est pas grave. Moi, j'aime bien repartir avec des questionnements quand je referme un livre et ne pas avoir tout en main. J'aime mieux pousser ma réflexion après moi et que ça continue de me hanter. Et là-dedans, je vous jure que ça continuera de vous hanter. On ne sait pas exactement à quelle époque on est. On a cette jeune fille qui est une princesse, qui est la fille d'un roi terrible et cruel, et un jour un homme se présente à la cour et il veut l'épouser. Et elle dit oui, et son père dit oui, et elle s'en va sur l'île de cet époux. Et comme c'est une réécriture de Barbe Bleue, cet époux, il est très riche, on sent qu'il est quand même cruel et qu'il est vicieux. Il y a des violences envers les femmes, des violences sexuelles qui sont mentionnées et décrites, parfois de manière graphique, donc si c'est un sujet trop sensible pour vous, passez votre lecture. On est dans un décor où tout n'est qu'illusion, dans un château très mystérieux avec des personnages de serviteurs difformes. C'est fascinant, moi c'est vraiment tout ce que j'aime. Et vous connaissez l'histoire de Barbe Bleue. L'époux s'en va, il donne toutes les clés de la maison et lui dit par contre tu n'as pas le droit d'aller dans une pièce. Et voilà, et c'est une très belle réécriture, et ce que j'ai énormément apprécié, c'est la postface, qui a été rédigée par Elisabeth Lemire, qui est une spécialiste du conte littéraire français. Il est assez unique en son genre, j'ai hâte de découvrir le nouveau roman de l'autrice, qui me tente bien aussi, surtout que c'est une histoire de sororité, il me semble, avec une licorne, donc écoutez, ça peut promettre quelque chose de très très bien. Prologue. Il était une fois un conte né des profondeurs caverneuses de l'humanité, engendré d'un mythe dévoyé à la force du songe,
Une séquence fabuleuse raffinée par un verbe alchimiste, façonné par la langue chimérique des vivants. Une merveille de ce monde essaimé, rapportée et racontée des millions et des milliers, des centaines et des dizaines de fois, jusqu'à l'épuisement. Petit à petit, un à un, tous ces colporteurs étaient morts et le conte tomba dans l'oubli. Perdu, il se noya dans les limbes de la mémoire humaine. Ces mots s'étaient dispersés en dansant dans les feuilles d'automne, lettre après lettre, consonne après voyelle. Ces formules anciennes avaient fondu comme neige au premier soleil du printemps. Ces images magiques avaient fané comme les fragiles bouquets de roses de mes arrière-grand-mères, figés dans le verre. Il était une fois un conte qui errait sans fin dans l'immensité du monde, éclaté, gâté, morcelé, abîmé, tout éparpillé. Il attendait tranquillement son heure, tapi dans la nuit. Il attendait. Il attendait les premières lueurs d'un matin pâle qui chuchote à l'oreille du rêveur. Le cauchemar n'est que le prolongement de ton âme. J'ai lu, enfin, Sœur des Cygnes de Juliette Marillet, le premier tome qui a été publié il y a très longtemps chez La Talente. Ce sont des ouvrages qu'on ne trouve plus que d'occasion. Et en fait, je suis une booktubeuse, youtubeuse anglophone qui s'appelle Queerine. Je vous mets ses vidéos en barre d'infos. Et dans sa vidéo, elle conseillait ce roman, cette saga Sœur des Cygnes de Juliette Marillet, qui est une réécriture de Sœur des Cygnes des Grimm. Et j'adore le conte des frères Grimm. J'aime beaucoup le cygne comme animal, c'est un animal qui me fascine. Et bref, j'attendais beaucoup de ce livre parce que de ce que j'avais lu, il y avait quelque chose d'un peu glauque aussi. J'espérais retrouver quelque chose à la Léa Silol avec la sève et le givre, vous voyez. Et je n'ai pas été déçue, mais ça sent que c'est quand même une fantasy à l'ancienne. Voilà. Il y a presque quelque chose un petit peu des Dames du Lac. J'ai hâte de me procurer le tome 2, mais d'occasion il est à des prix exubérants, donc je vais attendre de le trouver à des prix raisonnables pour de l'occasion. Dans ce récit, on se place dans un univers entre l'Irlande et l'Angleterre, avec les guerres anglo-saxonnes. On est dans un âge mystérieux où on passe des croyances folkloriques à la christianisation. On a toute la mythologie celtique qui est mise au service d'un conte germanique. Donc écoutez, ce mélange des genres, moi, me parle beaucoup. On suit la princesse Sorcha. Un jour, leur père se remarie et ça va signer la fin de l'innocence et des joies dans ce royaume, puisque leur marâtre n'est autre qu'une sorcière. Voilà, je ne vous spoil pas, hein, c'est vraiment c'est l'univers des contes et ce sont les premiers chapitres du récit. Jusqu'aux 150 premières pages, c'était quand même long parce que les 150 premières pages, on nous explique que Sorcha, elle est guérisseuse. Donc il y a déjà énormément de magie et de mystère entre ces personnages. Et ensuite, une fois que la malédiction advient, je ne vous dis pas quoi, comment, pourquoi, on suit la vie de Sorcha et c'est très hugolien, la vie de Sorcha, c'est tragique. À nouveau, il y a des VHSS qui sont mentionnés dans ce récit. Je me suis demandé à un moment si on n'était pas un peu dans du trauma porn, mais j'attends de voir vraiment ce qui se passe avec le tome 2 pour vraiment savoir quoi, comment. Mais c'était très addictif à lire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu des fantaisies à l'ancienne. Et je sens que j'ai quand même grandi dans ces années-là, avec ces univers-là, parce que tout de suite, j'avais toutes les cartes en main pour pouvoir apprécier cette histoire. Si vous connaissez cette saga, parlons-en. Et si vous avez le tome 2 et que vous souhaitez le vendre à un prix raisonnable, dites-le moi là, en commentaire, parce que vraiment, j'ai besoin de savoir la suite de ce récit. Chapitre 1er. 3 enfants étaient allongés sur des rochers au bord de l'eau. Une petite fille aux cheveux sombres, 2 garçons un peu plus âgés. Cette image est gravée à tout jamais dans ma mémoire, ainsi qu'un être fragile préservé dans l'ombre. Mes frères, moi. Je me souviens de la façon dont mes doigts ridaient la surface miroitante de l'eau en la frôlant. « Ne te penche pas tant, Sorcha », me prévint Padriac. « Tu pourrais tomber. » Il avait 1 an de plus que moi et profitait autant que possible du peu d'autorité que cela lui conférait. C'était compréhensible, je suppose. Après tout, j'avais 6 frères, dont 5 étaient plus âgés que lui. J'ignorais sa remarque et me penchai vers les profondeurs mystérieuses. Elle pourrait tomber, n'est-ce pas, Finbar? Tout récemment, j'ai lu Jusque dans la terre dessous, Ranson publié aux Forges de Vulcain. Il y a des poils de chien partout, même sur les livres. En fait, je m'attendais pas à ça, donc je ne sais pas si je suis déçue, si j'ai apprécié, si j'ai juste été écœurée. Mais écoutez, ça m'a fait quelque chose comme lecture. En tout cas, je suis heureuse quand même de l'avoir lu.
On est dans un univers à nouveau très mystérieux, on n'est pas forcément sûr de l'époque, on est dans une époque tout de même où il y a les voitures qui sont mentionnées, donc est-ce qu'on est dans le 20e siècle, dans notre époque aujourd'hui du 21e, on ne sait pas. On est dans un univers qui m'a fait penser un petit peu à Stardust de Neil Gaiman et à Lude en brume aussi de Hope Mirrlees. Alors je sais pas pourquoi, parce que ça... Pas forcément en plus, mais vraiment j'ai eu ces images-là pendant ma lecture. On suit le personnage d'Ada, qui est une créature façonnée par son père. On a un petit clin d'œil à Frankenstein et à Pygmalion et Galatée. Et Ada et son père ne sont pas vraiment des êtres humains, ce sont des êtres capables de guérir les mortels, qu'ils appellent des cures, en les mettant dans la terre, en les ouvrant littéralement. Ça me fait énormément penser à Chien Noir de Lucie Barat dans la caractérisation du glauque et du trash. À nouveau, on nous explique pas tout. On n'a pas toutes les réponses à nos questions. C'est très elliptique. C'est à nous de comprendre énormément d'implicites dans ce récit. Et j'avoue que j'aurais aimé peut-être avoir plus d'indices sur certaines choses. Mais c'est... Ah, il y a des thèmes difficiles aussi qui sont abordés. Et voilà, j'aimerais bien qu'on en parle ensemble. Voilà, si vous avez lu ce récit, je veux pas trop en dire, mais il faut juste savoir que le personnage d'Ada est un personnage qui ne grandit pas, qui a un côté un peu vampirique, d'enfant vampire à la Claudia, voilà, dans l'aspect physique extérieur. Ada va avoir une relation avec un garçon, et voilà, et je vous dis que ça. Je voyais Samson depuis assez longtemps, me semblait-il, surtout parce que j'avais oublié comment je faisais avant de le connaître. Il était venu à la maison quelques mois auparavant parce qu'il avait une meurtrissure dans la bouche, sur le palais. J'avais presque ri en voyant à quel point c'était petit. Une chose si inoffensive, si insignifiante ne méritait pas de payer pour mes services. Mais il m'avait dit que c'était là depuis plusieurs semaines, que ça ne voulait pas partir. Je n'avais même pas eu besoin de l'endormir. Je l'avais simplement fait asseoir sur une chaise dans la cuisine, je lui avais dit de pencher la tête en arrière et j'avais chanté une petite mélodie dans sa bouche ouverte. Je lui avais tenu la tête entre mes mains et j'avais inséré mes pouces pour écarter ses joues. Plus tard, il m'a dit que c'était ça qui avait réglé le problème. La plaie était allée se réfugier sur le mur derrière lui parce que j'avais eu la flemme d'aller chercher une tasse ou un bol. Elle était restée là, à se rabougrir et attacher la peinture. Et il m'avait regardé et avait dit que j'avais un joli nom. Voilà une des choses que les cures ne savent pas. Quand nous les guérissons, leur trouble ne disparaît pas. Il va ailleurs. Toujours dans l'univers des contes, mais cette fois-ci avec un récit qui est un de mes coups de cœur aussi de l'année et qui est un récit qui m'a fait énormément de bien, qui m'a fait rire. C'est Nettle and Bone de T. Kingfisher, Comment tuer un prince, qui est sorti cette année chez Verso en français. J'ai adoré cette protagoniste qui a une trentaine d'années. Ses sœurs sont mariées à un prince et ses sœurs disparaissent dans des circonstances mystérieuses et donc cette jeune fille se dit bah moi je vais aller tuer ce prince parce que c'est moi la prochaine, sinon elle est épousée. Et là on plonge dans un univers que j'ai adoré, voilà, de contes, de marchés aux gobelins, tout ça, et, avec une sorcière qui a un poulet, et ce poulet est en réalité un démon prisonnier dans un corps de poulet, un chien squelette, il y a du slow burn, il y a une petite romance, écoutez c'est beau, mais j'ai adoré ce récit, il m'a fait du bien, et ça m'a fait du bien d'avoir une héroïne plus âgée, un petit peu aussi. Je me rends compte que je commence à être dans la bascule, vous voyez, de ça y est, moi les petites histoires très young adultes, bah j'atteins ma limite. Je me dis oui, mais ça me correspond plus tellement. Maintenant j'ai besoin de personnages plus âgés, voilà, plus matures. J'ai adoré la plume de cette autrice. J'ai vu qu'il y avait d'autres de ses ouvrages qui allaient enfin être traduits en français. Et j'ai tellement hâte de les lire parce que c'est drôle. Et en même temps, ça reste glauque aussi, hein. Cette jeune princesse doit accomplir des défis, des missions un petit peu comme dans l'Antiquité. Vous voyez, séparer le bon grain de l'ivraie, des choses comme ça. Mais là, on est dans des choses avec des orties qui lui brûlent les mains, du barbelé. Enfin voilà, c'est des choses dures. Mais écoutez, moi j'ai été emportée et séduite à 100% par ce livre. Donc si jamais vous l'avez lu, pareil, on peut en parler ensemble. Et si jamais vous hésitez à le lire, franchement, allez-y. Je n'ai pas vu d'avis négatifs ou mitigés sur ce livre pour l'instant. Déjà, l'accroche au début. Ce livre est dédié à ces oiseaux rares que sont les poules fortes et indépendantes. Et c'est incroyable. Ça a tellement d'humour. Moi, c'est
Chapitre 1. Les arbres étaient pleins de corbeaux et les bois étaient pleins de fous. La fosse était pleine d'os et ses mains étaient pleines de fils de fer. Ses doigts saignaient là où le fil de fer les piquait. Les premières entailles ne saignaient plus, mais les bords avaient rougi et de vilaines zébrures marquaient sa peau. Le bout de ses doigts était boursouflé, ce qui en diminuait la dextérité. Mara avait conscience que ce n'était pas bon signe, mais les chances de vivre assez longtemps pour que l'infection la tue étaient si minces qu'elle ne pouvait se résoudre à s'en inquiéter. Elle saisit l'os long et fin d'une patte, en entoura les extrémités avec du fil de fer. Il s'emboîta dans un autre os longiligne qui ne pouvait pas venir du même animal, mais suffisamment proche, et elle les attacha ensemble avant de les intégrer dans la structure qu'elle était en train d'assembler. Voilà, je ne vous dis que ça, et c'est pareil, je tiens à souligner la traduction parce que il y a un travail qui est fait sur le style. Passons à ma plus grosse déception de l'année. Je n'ai pas terminé ce livre. Bien que, commençons par le commencement. La malédiction de Highmoor de Erin E. Craig, qui est une réécriture des 12 princesses. Ne le lisez pas. Passez votre chemin. Ou alors c'est fait pour les personnes très très jeunes, mais même ça, je trouve que c'est pas bien écrit, c'était pas malin, non. Moi j'adore, moi j'ai grandi avec les Barbie, vous voyez, donc Barbie, les 12 princesses, c'est dans mon univers aussi, c'est dans mon imaginaire. Et là, ça promettait du glauque et du macabre aussi au début, et je me suis dit, ah, peut-être que ça va être aussi bien que La Promise au visage de fleurs, mais pas du tout. On suit une des princesses dont les 4 premières sœurs sont décédées dans des circonstances tragiques. La dernière a été retrouvée en bas de la falaise, elles vivent sur une île, il y a la présence des dieux. C'est... Pourquoi pas, il y a un folklore, un univers où on sent qu'il y a un world building qui a été pensé mais qui aurait pu aller plus loin. Et en fait au début on plonge dans une enquête et je me suis dit trop bien. J'ai vraiment apprécié au début avoir ce côté d'enquête de qu'est-ce qui est arrivé à mes sœurs. Ce n'est pas normal. Elles commencent à avoir des visions. Il y a une des plus jeunes qui fait des dessins très étranges et qui peut parler à ses sœurs qui sont parties. Mais en fait, au bout d'un moment, on tombe sur un triangle amoureux ridicule. À chaque fois que la jeune fille voit un beau gosse, elle se dit « Oh là là, il est beau, mais que faire? Mais comment vais-je faire ?» Alors qu'elle est quand même en enquête pour savoir ce qui est arrivé à ses sœurs qui sont décédées dans des circonstances tragiques. Enfin vraiment, c'était très mauvais. Et à un moment, elle découvre un portail magique, je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi, où elles peuvent aller au bal. Et là, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont au bal du coup. Voilà, tout ensemble, tout le temps. Elles s'achètent des chaussures hors de prix, plein de robes, et elles vont au bal tout le temps. Voilà, parce que quand même, ce qui compte pour elles, avant tout, c'est de se marier. Parce que comme leurs aînés sont décédés, les gens commencent à dire qu'il y a un peu de malédiction. Donc elles pensent qu'elles pourront jamais se marier. Et vraiment, c'est leur grand drame dans leur vie de ne pas pouvoir se marier. Donc elles vont faire tous les bals, tous les soirs pour essayer de trouver des maris. Et au moins, en tout cas, danser avec des beaux gosses. Voilà. Et arrivé à la moitié du livre, j'ai fait... Je pense que je peux plus. Après que on ait eu... Je ne vous le lis pas. Je vais pas vous lire d'extrait de ce roman parce qu'il vaut vraiment pas le coup. Mais c'était caricatural, mauvais. J'ai trouvé même ça sexiste. Enfin vraiment, non, ne le lisez pas. Je ne le recommande pas du tout. Du tout. Et arrivé à la moitié, je me suis dit bon, je vais aller à la fin. Je lis le dernier chapitre et l'épilogue. Moi, ça me dérange pas d'être spoilée. Donc, si le dernier chapitre me convainc, me surprend et l'épilogue également, je termine le roman. Mais sinon, je laisse tomber. J'ai laissé tomber. Voilà. Désolée si vous avez apprécié ce roman, mais vraiment, non. Non. Et non. Je vais vous parler de 2 ouvrages. Tout d'abord, Les Joies du printemps de Mary Webb, publié chez L'Apprenti. En fait, ce sont des étudiantes en édition qui ont publié et traduit ce récit de Mary Webb, qui est une autrice anglaise du XXe siècle. Et ça, c'est un recueil de pensées autour du printemps. Moi, j'ai beaucoup apprécié que ce soit la démarche des étudiantes qui ont voulu faire connaître cette autrice qui n'a pas été traduite en français, pas énormément, et qui est aujourd'hui dans les autrices quand même oubliées. L'accroche du livre, c'est « Ce petit livre est tendrement dédié à tous ceux qui sont épuisés et blessés par la bataille qu'est la vie. Celle pour qui la vie était souffrance et la mort un ossuaire est arrivée dans un tourbillon parsemé d'éclaircies dans un pays aussi agréable que le lilas sous la pluie. Flânant sur des chemins où résonnent des chants d'oiseaux, elle arriva au bord d'une rivière et but, là où les merles et les étoiles l'avaient fait avant elle, et y trouva du réconfort et de la joie. Ainsi, elle rapporta dans le creux de sa main quelques gouttes d'eau qui étincelaient et occupaient le ciel pour ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et Mary Webb, en fait, elle va s'attarder sur la beauté des choses au printemps. Alors ça peut être un petit peu naïf, mais je vous promets que
quand ça va pas du tout, quand vous êtes dans une période très sombre, et ben avoir cette autrice qui vous décrit la joie d'être dehors et de regarder le soleil et d'avoir les fleurs qui bourgeonnent, les insectes qui reprennent vie, un jardin qui reprend vie, tout ça, s'arrêter à un moment de contemplation sur la nature et se rendre compte que tout n'est que cycle et que tout peut renaître, bah ça peut faire du bien. Alors c'est pas un coup de cœur extraordinaire, c'est pas le meilleur livre de mon année, mais il m'a apporté quelque chose au moment où je l'ai lu. Et je pense que je le relirai de temps en temps au printemps, des chapitres, parfois des petites choses, parce qu'il y a des choses qui m'ont marqué. Et même si ça peut sembler, passez-moi l'expression, mais cucul à praline, en vrai, il y a quelque chose qui m'a plu. Voilà, dans ce récit, dans cette connexion à la nature qui m'a parlé. Donc merci. Je ne sais pas si ces étudiantes passeront par là, mais si jamais vous passez par là, merci beaucoup pour cet ouvrage et pour votre travail et pour la traductrice aussi, qui était aussi une étudiante, je crois, en traduction, si je me souviens bien, qui a traduit ce livre. Voilà, très très belle initiative et bel ouvrage pour vous accompagner. En termes de poésie, j'ai lu Carcasse de Camille Pay, publié chez Cambourakis. Camille Pay, c'est une autrice que je n'ai pas encore eu la chance de lire, puisqu'elle a publié, je crois que c'est aussi chez Cambourakis, le Mère Lachaise. Sur Instagram, en tout cas, c'est son pseudo. En fait, c'est un livre qui parle de toutes les femmes oubliées et qui sont enterrées au Père Lachaise. Et j'aimerais beaucoup lire cette autrice. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle publiait ce recueil de poèmes au printemps, je me suis jetée dessus parce que Carcasse, ça m'a fait penser à la charogne de Baudelaire. Et l'image, vous voyez, voilà, de cette petite charogne avec des choses comme ça, je me suis dit, c'est pour moi. Et ben non, j'ai été déçue de ce recueil de poésie contemporaine. C'est pas mon genre de poésie, de poème. Ça me parle pas, malheureusement. Mais je sens le travail, la recherche des sentiments, de tout. Mais moi, avec un titre comme Carcasse, j'attendais Baudelaire. Voilà, c'est tout. Et malheureusement, non, c'est pas au rendez-vous. Là, si je peux vous en lire un. Le ventre du serpent glisse sur le bitume bouillant, sur ma langue l'épaisseur de la nuit. Qu'est-ce qu'il reste ici de ton corps? Son empreinte dans la moiteur du delta et tes poumons que la boue engorge. Rien ne sera jamais plus doux à mes oreilles. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a rien, il n'y a pas forcément de travail sur la rime, tout ça. Écoutez, de toute façon, la poésie, c'est soit on est réceptif, soit on n'y est pas. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que ce recueil est mauvais, ça veut juste dire que moi il m'a pas parlé. On fait un détour du côté de mes copines autrices. J'ai lu Sombre Solstice, premier tome, Le lac tempête de Lizzie Felton et Johanna Marine. Johanna, si vous suiviez ma chaîne avant, vous savez qu'avec Johanna on s'est déjà envoyé des swaps anniversaires quand elle avait sa chaîne. J'ai bêta-lu certains de ses ouvrages aussi, donc je connaissais la plume de Johanna. Et Lizzie Felton, je la connaissais déjà parce que qui ne connaît pas Lizzie en salon, elle est incroyable, et ensuite parce que j'avais lu une de ses nouvelles, j'avais lu sa nouvelle dans le recueil Nous parlons depuis les ténèbres, sa nouvelle m'avait traumatisée. Et quand j'ai vu leur projet, je me suis dit bon, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner les deux ensemble. Je peux juste vous narrer l'histoire. Moi j'attends d'avoir le tome 2 pour me faire un avis complet et pour tout vous dire, parce que je pense vraiment que cette duologie, je pense vraiment qu'il faut lire les deux pour avoir tout complet, parce qu'on s'arrête sur un cliffhanger assez incroyable à la fin quand même de ce premier tome. C'est un groupe d'adolescents, de 4 adolescentes dans les années 70 aux États-Unis qui veut aller à Woodstock, et ils partent dans un van. Et à un moment, ils s'arrêtent pour faire du camping autour d'un lac mystérieux qui n'est référencé sur aucune carte. Et dans ce groupe, on a du flirt, on a de la romance, on a de la fraternité, sororité. On a un jeune homme qui a perdu, qui est en deuil en fait. Et on est autour de ce lac très mystérieux. Le soir, ils sont envahis par les papillons de nuit, enfin voilà, ce qu'on peut imaginer sur la couverture, et notre jeune homme en deuil fait des rêves étranges où il voit une jeune fille lui apparaître, où il entend des voix, et en fait en face du lac, il y a un village qui semble appartenir au siècle dernier. Si vous aimez les histoires à l'ambiance américaine, ça va vous plaire. On sent que les filles ont travaillé on sent que les filles, ça leur parle comme ambiance dans les années 70 aux États-Unis, que voilà, ce côté road trip, Woodstock, jeunesse libérée, hippie, voilà, on sent que c'est quelque chose qui
qui les a animés au moment de l'écriture. Il y a plein de références à des chansons aussi. Donc si vous aimez tous ces univers-là, ça va vous parler. Peut-être que c'était trop young adulte pour moi. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit peut-être que j'aurais aimé, dès le premier tome, que ça aille plus loin. Dans le glauque. La fin m'a fait dire que je lirai le second tome. Mais voilà, je veux savoir ce qu'il y a sous ce lac, parce que c'est très mystérieux. Je veux savoir en connaître plus sur ce village, sur tout ça, parce qu'on a des bonds dans le temps également. Ça m'a fait penser un tout petit peu à l'histoire des sorcières de Salem aussi. Mais voilà, moi j'attends le tome 2. Le voyage se poursuit à travers les bois, sous le ululement lugubre des chouettes. La fraîcheur s'installe, la pente se raidit, et les arbres se resserrent autour du groupe. Une sensation d'oppression envahit Taylor. L'atmosphère l'attend, et leur rencontre avec le papillon de nuit y est pour beaucoup. S'il a maintenant disparu, elle ressent toujours sa présence et ne s'y habitue pas. Quelquefois, elle croit discerner ces ocelles qui étincellent dans l'obscurité, qui les épient, les dévisagent. Il fait si sombre ici, comme si un gigantesque voile recouvrait les cimes. Autre copine-autrice, Nora Lake, avec Les silences de Mona, publié chez Naos. Et Charlie, en fait, va être interrogée par un psychiatre parce qu'il s'est passé des choses dans l'établissement où elle était, et une de ses camarades est décédée tragiquement. Il fait très chaud pour la caméra, elle a surchauffé, donc elle n'a pas enregistré la fin. Si vous étiez adolescent, adolescente, émo, gothique, rempli de spleen, ça va vous plaire. Ça va vous rappeler des choses. Puisque Nora est professeure de lettres tout de même, donc elle a une plume très intelligente et très référencée, et donc c'est tout l'univers baudelairien qui est là-dedans, c'est un roman baudelairien. Mais voilà, moi je sens que je suis à nouveau passée de l'autre côté et que je suis trop vieille. Que adolescente, c'est le livre que j'aurais rêvé de lire, mais aujourd'hui en tant qu'adulte, moi la fougue toxique, amoureuse, ça m'attire plus, voilà, du tout. Mais c'est Dark Academia. Nora a quand même réussi l'exploit de trouver une plume différente pour chacune de ces personnages. Et dans cette classe, les élèves écrivent, font des productions littéraires, et chacune a sa plume bien à lui, bien à elle. Et Nora a vraiment réussi cet exploit-là, qui est que lorsqu'on lit le début d'une de leurs productions, on sait quel personnage l'a écrit, et ça c'est quand même assez impressionnant. Je repensais à Harper, à sa droiture qui la rendait condescendante. Je me souvenais parfaitement des yeux que Mona avait posés sur elle quand elle jouait du violoncelle, sa façon de caresser l'instrument, la beauté de ses boucles, ses muscles tendus sous l'effort. Mes poings se serrèrent de haine. Je détestais Harper. Je détestais ce qu'elle était capable de faire et moi non. Je détestais sa colonne vertébrale, ses doigts, son talent. Je détestais la façon dont Mona l'admirait. J'attrapais un carnet vierge, ma plume, mon cœur battant jusque dans ma main. Je rédigeais. Le brouillard collait à ma peau et mes pieds s'enfonçaient dans la terre humide. Le froid saisissait tout ce qu'il touchait. En contrebas, les vagues venaient s'éclater contre les roches, s'écraser comme des amants meurtris. Ash passa à côté de moi. Ses cheveux noirs s'agglutinaient dans ma nuque et son élégance éclairait même le bord du gouffre. Son flegme imperturbable était haïssable, autant que son sourire qui semblait dire qu'elle savait tout mieux que tout le monde. Je m'avançais lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Quand je m'arrêtais tout près d'elle, je ressentis une grande bouffée de satisfaction. Je pouvais la voir de profil, figée dans cette image d'éternelle perfection, un masque que j'allais me faire plaisir arraché. Le dernier roman que je vous présente, c'est Le cœur des ronces de Nina Gorlier. Je vous ai dit que Nina avait ouvert sa chaîne Booktube. Barbe Bleue et Peau d'âne sont mes deux contes préférés. J'ai pas énormément de réécriture de Barbe Bleue et de Peau d'âne, mais Nina a réécrit Peau d'âne cette année. C'est un roman extrêmement intelligent où elle se place en tant que conteuse de cette histoire qui vient nous la transmettre, qui vient nous parler de cette victime, parce qu'elle aborde le sujet de l'inceste dans ce roman, comme c'est mention dans le conte, et c'est tellement intelligent et bien fait et sensible. La plume, elle est lyrique et poétique chez Nina, comme toujours. On part de la naissance de la fée Hermeline, la fée des lilas, qui va être la marraine de la jeune Désirée. L'onomastique, le choix des prénoms a son importance ici chez Nina, et écoutez, moi j'ai adoré l'univers des fées. On a des clins d'œil au songe d'une nuit d'été de Shakespeare aussi, parce qu'on a la figure de l'âne, la figure de Titania, de la reine des fées. Ce roman est un préquel, si on veut, à La Bête du Bois Perdu, qui est son tout premier roman paru chez Magic Mirror, qui était une réécriture de La Belle et la Bête. On est dans cette forêt mystérieuse et enchanteresse. On a cette image de la perversion de la nature féerique pour s'approcher des humains, cette fascination qu'a Hermeline pour les humains, leur corps, leurs sentiments, leur mortalité, leur finitude. En fait, j'ai la chance de vivre à la même époque que Nina,
et de pouvoir même bêta-lire ses romans. Je ne vais pas vous lire d'extrait là en direct de ce roman parce que si vous voulez m'entendre lire le début, la naissance d'Hermeline, qui est sublime, il vous suffit de suivre Nina qui a publié voilà, des extraits audio avec ma voix de ce roman parce que voilà, c'est trop beau. Et allez-y, ce premier chapitre est féerique. La maison d'édition Magic Mirror ferme ses portes cette année, c'était la dernière parution, Le cœur des ronces. Ça me fait un grand pincement au cœur, je n'imagine même pas pour les autrices et pour Sandy. Magic Mirror, c'est toute une histoire, même par rapport à moi, à la chaîne avait tout juste 1 an quand je suis partie interviewer Sandy dans le sud par rapport à la naissance de Magic Mirror, à leur première parution, à ses envies. Voilà, c'est presque une décennie qui se termine. Et merci de nous avoir offert toutes ces autrices, toutes ces plumes-là, toutes ces réécritures de contes, d'avoir porté ce projet audacieux. Merci à toutes les personnes qui ont fait partie de cette maison d'édition, les bénévoles, les autrices, les personnes qui ont géré l'administratif, tout ça, parce que Magic Mirror, ça m'a suivi et ça m'a permis de faire des très très belles rencontres qui vont compter, je pense, pendant encore longtemps dans ma vie. Et ça m'a permis de partir à la rencontre de textes dont j'avais besoin au moment où je les ai lus. Si vous voulez soutenir et découvrir les livres de chez Magic Mirror, ils sont encore disponibles jusqu'à la fin de l'année 2025, donc procurez-les-vous parce qu'il y a vraiment des pépites qui vous attendent de l'autre côté du miroir. En termes de beaux livres, j'ai lu Vert de Michel Pastoureau, Histoire d'une couleur, parce que je vous promets que le podcast va arriver sur les personnages de couleur verte. C'est juste que, voilà, il s'est passé beaucoup trop de choses. Et j'étais beaucoup trop fatiguée, j'avais plus l'énergie de faire autre chose que juste mon travail à un moment cette année. Donc j'ai lu ce livre incroyable de Michel Pastoureau. Le vert est ma couleur préférée, voilà, si vous ne le saviez pas. Et j'adore Michel Pastoureau qui est un spécialiste français des couleurs et de l'héraldique. C'est un très grand médiéviste et j'adore ce qu'il fait et j'adore ce livre sur la couleur verte. Alors il en a fait plein, les livres sur les couleurs. Celui qui est paru tout récemment, c'est le rose. J'espère pouvoir voir le violet arriver un jour parce que c'est ma deuxième couleur préférée. Mais donc écoutez, si vous aimez les couleurs et si vous aimez savoir pourquoi telle couleur nous évoque tel sentiment, pourquoi elles sont associées à telle chose, l'histoire des couleurs dans les religions, dans les cultures, dans tout ça, dans notre imaginaire collectif, hein, allez-y, lisez du Michel Pastoureau. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre le beau livre et gros, hein, comme ça existe en version poche maintenant. Moi je me suis fait plaisir grâce aux personnes qui me suivent sur Patreon et qui m'ont soutenu aussi via Ko-fi, puisque c'est grâce à elles et à eux que j'ai pu acquérir la majorité des ouvrages que je vous ai présentés dans cette vidéo, et puisque je n'achète plus mes livres qu'avec l'argent qui vient de vos dons et de votre soutien à la chaîne. Donc c'est à nouveau, si vous aimez mon travail et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aller faire un petit tips comme ça sur Ko-fi, ou si vous voulez me soutenir plus régulièrement et avoir du contenu exclusif, que ce soit les vlogs, des articles, des photos de ma vie, de tout ça, vous pouvez me suivre aussi sur Patreon, les liens sont dans la barre d'infos. Et pour terminer, 2 ouvrages graphiques qui sont tous les deux des gros coups de cœur. Les sorcières de Lille de Floriane Soulas et illustré par Salkali, pardon, moi je voyais un E là, pas du tout, qui a été publié par Robert Laffont dans la collection Inatri. Mais écoutez, le coup de crayon, mais il est sublime, voilà. Que ce soit l'histoire ou le crayon, moi j'étais plongée dans un Ghibli. Je pense que c'était l'objectif de toute façon de cet ouvrage. Je l'ai adoré, vraiment il est sublime. Ensuite l'histoire de Sayuri. J'espère que je prononce bien parce que je parle pas du tout japonais. Donc Sayuri est une jeune sorcière d'une île, et elle est guérisseuse et toutes les sorcières de toutes les îles de cet univers sont sous le commandement d'un très grand magicien. Et Sayuri va avoir 16 ans ou 18 ans, je ne sais plus, et donc ses pouvoirs vont prendre pleinement possession d'elle. Elle a la capacité de pouvoir parler avec les animaux, avec la nature, et il ne faut pas en fait qu'elle se mélange avec le village, avec les autres êtres humains. Et malheureusement un jour, un jeune homme va amener sa petite sœur qui est blessée chez Sayuri et sa grand-mère qui est aussi sorcière, et Sayuri va découvrir bien des choses, la réalité sur l'enchanteur, sur qui elle est, sur ses origines, sur tout ça, et c'est sublime. Voilà, c'est un récit d'émancipation féminine. Il y a un renard qui parle, c'est très très beau, voilà, lisez-le. Un autre très très gros coup de cœur, merci à Margorito de l'avoir présenté. Je ne sais pas si elle en avait parlé sur sa chaîne, mais sur Instagram elle avait montré les photos de cette BD, ouvrage graphique Adieu mon royaume de Marcel Chorgian, j'espère que je prononce bien, je suis désolée,
qui est sublime. Alors on suit plusieurs personnages qui ont chacun leur couleur dans le récit. On a du vert, alors on va s'approcher, on a du vert, on a du bleu foncé, on a de l'orangé. On se place dans un royaume avec plusieurs personnages qui gravitent autour du roi qu'on comprend être tyrannique. On a la vagabonde, la créatrice, la bête, le fanatique, la sorcière, le fou, l'élève. Enfin, c'est très beau, c'est inclusif en termes de représentation amoureuse. C'est un peu glauque à certains moments. Et à nouveau, c'est un récit qui ne nous donne pas toutes les réponses à toutes nos questions. J'espère vraiment qu'il y aura un tome 2. Je sais pas si c'est censé être unique ou si ça va être une saga ou quoi, mais écoutez, moi j'ai été convaincue par le style, la plume, les récits, et pourtant je suis vraiment très difficile en termes de graphique, j'en lis pas énormément, mais là, vraiment ça valait le coup, et allez-y. Voilà, vraiment, je ne veux pas vous en dire plus sur Adieu mon royaume, mais découvrez-le. C'est tout pour cette vidéo bilan de mi-année de lecture. J'ai quand même eu des très belles lectures pour l'instant. Pas énormément, mais écoutez, c'est la qualité qui compte plutôt que la quantité, je crois, aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et écoutez, je ne sais pas quand je vous retrouve, mais j'espère vous retrouver bientôt pour parler littérature avec vous. Pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, là, vous avez un petit peu une exclusivité. N'hésitez pas à aller soutenir la campagne du Chat Noir, des éditions du Chat Noir, qui s'est lancée là très récemment sur Ulule pour un recueil de nouvelles qui s'appelle La Saison des Enchantements, qui a été dirigé par notre chère Pumpkin Mama Guimauve. Il se pourrait que dans ce recueil il y ait des petites surprises, donc la campagne court jusqu'au 20 juillet. Tout pour moi. À très bientôt et prenez soin de vous, hydratez-vous bien.